l'Europe n'est pas à la table de négociation, elle était au menu. Les deux grands acteurs technologiques dans le monde qu'on est aujourd'hui, c'est les Chinois et les Américains. Est-ce que ce téléphone nous rend dépendants? Rien que cet objet-là, on n'a rien là-dedans. Il sait où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'elle peut aussi être une opportunité, une menace? Tout est monétisable. Un clic, c'est une donnée. Ça constitue un comportement et c'est le comportement qui devient vendable. Est-ce qu'on doit apprendre ça à l'école? Que tu ne vois pas l'explication, que tu restes en boîte noire algorithmique, ça c'est dangereux. Ce téléphone, est-ce qu'il m'écoute? Il n'y a rien sans rien. Il y a une application, un clic et ça marche. Mais derrière, il y a des infrastructures, des réseaux, il y a des êtres humains. J'ai fait du foot et je suis tombé amoureux de ce sport-là. J'étais prédestiné à une carrière de joueur professionnel. Je ne crois pas dans les parcours écrits. Il faut saisir les opportunités et il faut prouver sa valeur. Ce qui vous valait à l'époque, c'est le travail, c'est l'acharnement, c'est l'engagement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de vie. La conscience, l'amour, le ressenti. Notre valeur ajoutée en tant que humain, c'est l'intelligence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de NIA dans lequel aujourd'hui j'accueille Nouhaman Cherkaoui qui a un parcours extraordinaire. Aujourd'hui on va parler de son parcours. Il est directeur général adjoint de la BPCE, c'est bien ça? SI comme système d'information. Exactement. Super. On va parler de son parcours, on va parler d'où il vient, mais aussi on va parler de data, on va parler de cybersécurité, on va parler peut-être d'espionnage, d'applications, de beaucoup de choses. Nouhaman, est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là avec vous aujourd'hui et de parler à ton public. Donc, Nouhaman Cherkaoui, je suis né au Maroc, je suis né à Rabat. Donc, tout jeune, j'étais tellement bouillon que j'étais incontrôlable. Donc, j'ai fait du foot et je suis tombé amoureux de ce sport-là. Donc, j'étais prédestiné à une carrière de joueur professionnel, dont le fils de Rabat. Je sais que c'est de Casablanca, mais voilà, il y a deux équipes à Rabat. J'étais au fils de Rabat. À 17 ans, le hasard et le destin, on a voulu autrement, donc je refais des études. J'étais en train de chercher des études plutôt libres, économie, finance, informatique, je ne savais pas ce que je vais faire. Et je suis tombé dans l'informatique et depuis, donc, je suis dans le métier. Je suis venu en France à l'âge de 21 ans, 22 ans pour finir mes études supérieures. L'ENS et Dauphine, qui sont de belles écoles qui m'ont permis encore d'apprendre d'autres choses et d'être plus libre dans mon choix. Et depuis, je suis dans l'informatique. J'ai créé une boîte qui n'a pas marché, que j'ai fermée au bout de 6 mois, dans l'informatique justement. Et après, je suis dans le métier. J'ai fait la banque postale, la poste, la Société des postes canadiennes. Je suis revenu en France. J'ai fait les caisses d'épargne, BPCE. Et aujourd'hui, BPCE, Solutions Informatiques, qui est une des plus grosses DSI de France. Et on est 5000 personnes aujourd'hui. 2500 internes, 2500 externes, et c'est un métier de tech, matin, midi et soir. Super, merci pour l'intro. J'ai vu, du coup, tu as une grande carrière dans l'informatique, tu as été directeur des systèmes d'information, directeur de la transformation digitale aussi, dans certaines structures, et aujourd'hui, directeur général adjoint. C'est quoi concrètement l'informatique? C'est quoi la transformation digitale? Explique-nous un peu tout ce monde-là. Alors, c'est un monde qui est à la fois ancien et nouveau, parce qu'il faut se rappeler que l'informatique, il y a quelques années, était à la cave. Après, ils sont montés les ascenseurs jusqu'au début pour devenir l'alpha et l'oméga aujourd'hui. L'informatique, c'est tout simple. Aujourd'hui, tous nos métiers sont en train de se transformer. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit la banque, que ce soit la défense, le digital devient central. Et en fait, aujourd'hui, je dirais, ma mission aujourd'hui consiste à dire il faut que nous puissions utiliser la technologie avant qu'ils les utilisent elles-mêmes. Non, blague à part, mon sujet, c'était de transformer un peu les sociétés dans lesquelles je travaille pour qu'on puisse allier stratégie, technologie et tous les enjeux humains qui sont autour de ça. Ok. Et toi, pourquoi tu es allé dans ce domaine-là? Parce que tu as dit c'est un choix d'études, tu es tombé dedans, mais est-ce que tu es réellement tombé dedans ou est-ce que tu avais prévu de rentrer dans ce domaine? Disons qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Je suis un hyperactif. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui bouge tout le temps. Et l'informatique, c'est vraiment un métier qui bouge tout le temps. C'est un métier d'innovation, c'est un métier de rupture. Et quelque chose qui m'a plu parce que c'est quelque chose qui transforme la société en même temps. Donc, on vous rappelait aujourd'hui, il y a quelques années, il n'y avait pas de smartphone, il y a quelques années, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Et il y a même des gens qui disent comment on vivait avant. Donc voilà, ces transformations sont arrivées d'une manière un peu accélérée, répétitive. Et c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Donc voilà, ça m'a plu parce qu'il y a de l'activité, il y a de l'innovation et quelque chose qui m'impacte personnellement parce que je veux quelque chose qui me permet de bouger et surtout de regarder comment la société bouge en parallèle. Donc voilà, je suis tombé dedans, ça m'a plu, je suis resté et j'en ai fait mon métier. Ok, et du coup, tu as eu un super parcours. Aujourd'hui, ça te fait quel âge aujourd'hui? J'ai 50 ans aujourd'hui. 50 ans, ouais, très jeune pour atteindre ce niveau de responsabilité généralement dans l'IT en tout cas. Non, oui. En fait, moi je ne crois pas dans les parcours écrits. Il faut saisir les opportunités et il faut prouver sa valeur. Vous savez, je vous dis tout à l'heure, j'ai fait du sport. En sport, je n'avais pas un talent inouï. Je n'étais pas ni un Zidane, ni un Timomi. J'étais vraiment un joueur normal. J'étais ailier. Droit ou gauche. Vitesse alors, moi. Ah oui, que de la vitesse. Technique aussi. Comme j'arrêtais jamais, donc il fallait que je fasse l'essuie-glace.
mais j'étais pas très, enfin, je veux dire, j'étais pas extraordinaire par rapport aux autres. J'avais des fusées à côté de moi aussi. Mais ce qui valait à l'époque, c'est le travail, c'est l'acharnement, c'est l'engagement, c'est travailler matin, midi, soir. Et ce travail, c'est hyper important. Quand on travaille, sincèrement, ça se voit et ça se récompense. On ne peut pas croire que ça va venir tout seul. Il n'y a pas l'Immaculée Conception. Il n'y a pas de. Moi, je dis toujours que je suis un croyant en technologie et aussi un pratiquant, mais je ne crois pas dans les miracles. Qu'est-ce que le grand public ne comprend pas de ton métier? Parce que moi, j'ai bossé dans l'informatique, plutôt dans les fonctions business, donc dans des boîtes comme Oracle que tu dois bien connaître, je suppose, du coup. Le grand public ne connaît pas très bien ce monde-là. Tu vois, on a l'impression que c'est un monde à part, caché. D'ailleurs, même dans les entreprises, les services informatiques, c'est pas toujours les services qu'on les plus en avant. Exactement. Qu'est-ce que le grand public ne comprend pas de ton métier? Alors, j'allais dire, quand tout va bien, on ne parle pas de nous. c'est vrai, hein. Ni de l'IT, ni de l'analyse, etc. C'est quand ça va mal qu'on commence à penser qu'il y a derrière. En fait, c'est un métier qui, on croit, c'est simple parce qu'il y a une application, un clic, et ça marche. Mais derrière, il y a des infrastructures, il y a des réseaux, il y a des êtres humains. Et ça, on ne le voit pas, on ne va pas beaucoup. On va juste la partie immergée de l'iceberg. Ça, c'est un premier niveau de méconnaissance du métier. Deuxième niveau de méconnaissance, les gens, n'importe lesquels, hein, ils croient que c'est un métier de techos et froid. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est un métier très animé, avec l'innovation, j'en ai parlé, avec de la rupture, et énormément de sens humain, dans le sens où toute évolution technologique, informatique, donne lieu à des changements, d'accompagnement et de compréhension. C'est un métier qui règle les soucis au quotidien. Donc voilà pourquoi, en fait, on n'a pas cette conception, cette perception de l'informatique comme étant un métier un peu compliqué. Alors, ce n'est pas le cas, c'est un métier très humain, très proche des gens et très proche des préoccupations des citoyens et des collaborateurs. D'accord. Et du coup, si on doit décrire l'informatique, c'est quoi l'informatique? 0-1. C'est binaire. Non, l'informatique. Il y a du hardware. Bien sûr. Enfin, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui commence par de l'infrastructure, qui commence par du logiciel et qui finit par les compétences humaines. En fait, c'est un écosystème comme tout métier qui a une matière première. En fait, on en parle de services, mais moi, je vous le dis, l'informatique, c'est de l'industrie. Quand on met un data center, c'est du béton. Hein, quand on fait des câbles sous-marins, c'est des câbles. Quand on fait, on va parler de la souveraineté, etc., c'est des matières premières. Donc, on ne peut pas être plus industriel que dans l'informatique. Ok. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle vraiment dans l'organisation? Parce que tu as commencé peut-être en tant qu'ingénieur au démarrage, dans ton parcours, avant d'évoluer vers des rôles de direction. Aujourd'hui, directeur général adjoint, c'est quoi? Est-ce que tu es toujours plongé au cœur de l'informatique, ou est-ce que tu as un rôle beaucoup plus tourné autour du management, de l'organisationnel? Comment ça? Mais il y a un peu de tout ça, parce que vous savez, il n'y a pas pire que de piloter une matière qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas pire. Donc on est déjà par nature, quelqu'un qui fait de l'informatique, il faut qu'il soit curieux. Et la curiosité, c'est tout le temps, tous les jours. Sinon, on le décroche. Hein. C'est comme ma grand-mère, quand elle a écouté la première fois que j'ai laissé un message dans mon portable, elle ne savait pas qui était l'autre. Voilà, il faut qu'on soit connecté. Cette connexion fait qu'en fait, je ne code plus depuis des années déjà, mais on suit ce qui se passe. On est au courant des évolutions du terrain, tu vois, on est au courant de ce qui se passe dans le marché, on est au courant de la concurrence, on est au courant des providers, des fournisseurs de services, on suit nos projets, on livre de la valeur. En fait, moi, aujourd'hui, ma préoccupation principale, c'est qu'il faut que l'informatique soit une commodité pour n'importe qui. Pourquoi une commodité? Parce que c'est des services. Les services, ils sont intégrés. Quand tu vas chez un médecin, tu ne demandes pas quelle machine il utilise, tu ne demandes pas comment il a fait le diagnostic, tu ne commences pas comment il fait l'opération. Tu vas chercher un service, c'est de montrer un mal et avoir un remède. Et ben, c'est pareil dans l'informatique. On n'a pas besoin. Par contre, on a un besoin de pédagogie. On a un besoin et une obligation d'explication. On a aussi une obligation de montrer la complexité de la chose, parce que ça consomme de la ressource. Hein. Moi, souvent, on dit que l'informatique, c'est un centre de coût. Moi, je dis que c'est un centre de valeur, parce qu'on crée de la valeur. Ok. Et du coup, quand tu parles de valeur, là, par exemple, j'ai ton livre qui vient de sortir aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que quand les internautes ou quand l'audience vont voir cette vidéo, il sera déjà sorti. Il s'appelle « Sous l'emprise du code, comment le numérique menace la souveraineté des États ». Tout à fait. Pourquoi ce livre? Pourquoi parler de menaces? Pourquoi parler de souveraineté des États? Parce que je pense que c'est des sujets dans lesquels tu dois être confronté tous les jours aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux de réflexion et de cheminement pour arriver à écrire ce livre. Le livre, je l'ai écrit à la fin de mon deuxième livre, qui lui-même était sur la transformation digitale. Avant, on parlait beaucoup de digital, vous vous rappelez, hein, tous les matins. Après, on a parlé de la data, les matins et les midis. Maintenant, on parle de l'IA, matin, midi, soir, et même le week-end. Et à un moment donné, j'étais invité à une
conférence qui s'appelle la journée de l'accent pour l'IA, qui a été organisée il y a un an. Et j'ai rencontré pas mal de gens intéressants, passionnants, qui ont raconté un petit peu l'histoire de l'IA et la dépendance qu'on est en train aujourd'hui. Or, on limitait la dépendance de l'IA à quoi? À data center et au cloud. Et moi, je disais, ça va au-delà. C'est un écosystème complexe. Il y a de l'infrastructure, data center, de l'énergie, des satellites, des câbles sous-marins. Et j'avais l'impression que c'était pas comme ça qu'on percevait la chose. Donc je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose qui permettrait de montrer l'écosystème dans lequel on vit, qui est un peu complexe, de dépendance, puisqu'on est dépendant quelque part d'un certain nombre d'acteurs. Et donc l'idée est venue de là, d'être pédagogique, et c'est en toute humilité, je ne cherchais pas à donner des leçons, mais plutôt à montrer que la complexité de la chose, comment il est, et pourquoi on est dépendant, et quelle action il faut faire pour qu'on devienne moins dépendant, puisqu'on en reviendra tout à l'heure, je ne crois pas à la dépendance totale. Je crois qu'on est tous dépendants les uns des autres. Maintenant, il faut choisir ses dépendances. Et d'où le livre qui était sorti pour proposer quelque chose dans ce domaine. Ok, de toute façon, je vais en profiter pour rebondir directement. Tu parles de dépendance. Dépendance à quoi? À qui? Alors, on va être très, très clair, voilà. On est d'accord. En fait, on a les deux grands acteurs technologiques dans le monde qu'on est aujourd'hui, c'est qui? C'est les Chinois et les Américains. Voilà, donc il ne se passe rien sans eux. Et l'Europe, elle est un peu au centre. C'est un match de Roland-Garros, j'ai dit. Il y a Federer et Nadal. Il y a un match. Et on regarde, on compte les points, mais en fait, on est juste arbitre parce qu'on est un pays et un continent de réglementation. On a fait l'IACT, on a fait le GDPR, on a fait le RGPD, pour dire en français. Ouais. Voilà. Et en fait, on est un continent de réglementation. Or, la technologie ne se passe pas chez nous, c'est ça le problème. Donc, on est dépendant de tout le monde. On a choisi de ne pas trop être dépendant des Chinois, on est dépendant des Américains, qui sont des partenaires. Or, aujourd'hui, il se trouve on parle de switch kill de temps en temps. Voilà, on est dépendant des Américains sur un ensemble de notions d'industrie qu'on aurait pu avoir déjà. En fait, il y a Gilles Babinet qui disait il y a quelque temps qu'on a pris 20-30 ans pour perdre notre souveraineté. Et il faut encore 20-30 ans pour la retrouver. Comment retrouver une souveraineté? C'est de savoir quelles sont les dépendances, à quoi on est dépendant, les matières premières, les câbles sous-marins, les satellites. Tout ça, ça fait une dépendance globale dans laquelle nous, en France, nous, en Europe, nous, dans le monde, en dehors de la Chine, d'Europe, on est dépendant de ces acteurs-là. Et on n'est pas... j'écrivais dans les livres, on avait dit, l'Europe n'est pas à la table de négociation, elle était au menu. Et ça veut tout dire. Du coup, tu parles de dépendance. Si je sors là tout de suite ce téléphone-là, qui est un téléphone américain, du coup, avec un cloud peut-être américain, bon, c'est un Apple classique. Est-ce que ce téléphone nous rend dépendants aujourd'hui? Totalement. Pourquoi? Totalement. Déjà, je crois que c'est un téléphone américain fabriqué en Chine. Okay. Déjà, double dépendance, du coup. Double dépendance, voilà. Donc, globalement, on ne fait rien aujourd'hui sans notre téléphone. Ouais, j'en ai même deux. Donc, on ne fait rien sans téléphone. Et le téléphone, aujourd'hui, c'est un support fondamental. C'est là où il y a les applications bancaires, c'est les applications de parcours, c'est les applications, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne produit pas. Et ça, c'est un téléphone aussi qui dépend de matières premières, du silicone, etc. De puces qu'on n'a pas. En fait, rien que cet objet-là, on n'a rien là-dedans. Ce qu'on peut avoir là-dedans, c'est les ingénieurs. Parce qu'on a une compétence quand même qui est sur le marché. Moi, je dis que toute technologie, derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est la compétence qu'on a en France, qu'on a en Europe, qu'on a dans le monde, qui peut être un facteur, qui peut aider à ce qu'on devienne moins dépendant. Mais en tout cas, le téléphone portable mobile aujourd'hui, s'il n'y a pas la Corée, s'il n'y a pas la Chine, s'il n'y a pas les États-Unis, on n'a pas de téléphone portable. Ok. Et on va prendre 6 situations. Oui. Et à chaque fois, on va essayer d'évaluer qui récupère la donnée, où est-ce qu'elle va, d'accord, qui l'utilise et quel est le risque concret à la fin. Bon, allez, on y va. 6 situations différentes. Qui sait où je vais grâce à Google Maps? D'abord Google. Déjà, il sait où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Les applications du téléphone qui sont connectées, parce que le téléphone, c'est les applications, et il sait où est-ce qu'on va. Et toutes les applications pour lesquelles on a donné l'accord. Parfois, on oublie, parce que rappelez-vous, quand on télécharge une application, il dit est-ce que vous voulez partager vos positions. Donc, toutes les applications-là, ils sont au courant d'où est-ce qu'on se déplace. Ce déplacement, c'est une donnée. Il est hyper sensible, parce que c'est la géolocalisation, on appelle ça. La géolocalisation, c'est une donnée très sensible. Bon, prise individuellement, peut-être, on ne peut pas savoir ce qu'on fait, mais sur un ensemble de données, sur une période, on peut reconstituer un parcours. On peut reconstituer un cheminement, on peut savoir quelles sont vos habitudes de transport, vos habitudes de déplacement. Et là, ça devient une donnée sensible. Ok, et cette donnée sensible, est-ce qu'elle peut aussi être une opportunité qu'une menace ou c'est absolument une menace? Alors, j'ai toujours dit, pour ne pas être ni complotiste, ni paranoïaque, on a accepté de donner nos données contre un service qui est le déplacement. Il n'y a rien sans rien. Quand on dit quand c'est gratuit, le produit c'est
C'est nous. C'est nous, voilà. Donc on ne peut pas, en fait, c'est comme ça. Il faut donner une donnée sensible, une donnée de déplacement pour avoir un service. Le service, c'est que je puisse arriver vous voir aujourd'hui à 12h30, j'ai mis le GPS. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on l'a accepté quand on n'est pas éduqué à ça? Parce qu'en fait, on accepte des choses, mais finalement, la majorité de la population n'est pas éduquée à accepter ce type de choses. On accepte parce qu'on a envie de passer vite. Oui, il y a deux lire des conditions extrêmement bien sûr. longues. À chaque fois que tu as envie de télécharger une application ou rentrer sur un site web, ça devient fatigant aussi. Est-ce que c'est pas fait exprès aussi de nous pousser à chaque fois à facilement accepter? Alors, il y a deux niveaux de réponse. L'urgence et la préparation. Moi, j'étais en retard aujourd'hui pour le podcast. Donc, j'ai utilisé Waze. J'ai pas le temps de lire les conditions, etc. J'ai accepté, c'est fait. Si j'avais le temps, etc., je reprends une carte. Est-ce que vous voyez encore des gens qui utilisent des cartes dans les voitures pour se déplacer? Il n'y a pas plus personne. Donc, on cherche quoi? La simplicité, le service et l'instantanéité. Donc, voilà, c'est des conditions. On accepte parce que c'est le monde qui est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est sensible à nos données qu'ils utilisent? C'est un autre débat, on peut y revenir. Mais aujourd'hui, on accepte des choses parce qu'il y a un service qui est rendu. Le service, je dis, il n'est pas gratuit parce qu'il est. Nos données sont des données d'entraînement, de données de géolocalisation. On nous pose des offres commerciales. Et voilà, ça fait service contre service. À nous de dire non, stop, je vais sortir ma carte dans la voiture, comme à l'époque, et je vais m'engueuler avec ma femme parce que la patrouille est la bonne route, et on va voir la carte. On va s'arrêter au centre de service. Et au lieu d'arriver à 16h, on arrivera à minuit. Mais c'est pas grave. On aurait acquis notre indépendance de trajet. Ça me fait penser à. J'ai un oncle. Bon, s'il voit cette vidéo, il va un peu mal le prendre. C'est le frère de mon père à Grenoble. Et lui, il connaît les chemins par cœur. Pour aller dans les montagnes, les trucs, les lacs. Il faut que tu passes par là. Et du coup, il prend 10-15 minutes vraiment à m'expliquer le meilleur raccourci, le meilleur chemin. Donc moi, j'écoute. Mais franchement, j'écoute pas beaucoup en fait. La réalité, c'est que je sais qu'à la fin de l'échange, je vais mettre Waze et je vais pas me casser la tête. Ça me fait penser un peu à ça. C'est une facilité de service. Donc on est consentant en fait, du coup. On est consentant, vous savez, mais moi, en fait, parfois je suis perdu, au bout du troisième, quand on me dit troisième feu rouge à droite, deuxième rond-point, premier, c'est bon, je suis perdu. Donc je prends mon GPS et je le fais. C'est la simplicité. Voilà. Mais toi, tu es consentant parce que tu connais ce domaine. Moi, je suis consentant parce que j'ai aussi bossé en cybersécurité. Donc, mais le public, la personne qui n'est pas de ce monde-là, est-ce qu'elle est réellement consentante? Elle n'est pas réellement consentante, je suis d'accord, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça va changer? Quelles sont les alternatives? Non, mais c'est vrai, posons les choses comme ça. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça maintenant, le monde il bouge et on fait avec. Aujourd'hui, j'imagine mal des gens dire, voilà, moi je vais aller dans la rue, demander à chacun jusqu'à ce qu'il arrive, quoi. C'est impossible. Quoi. Voilà, la simplicité, l'instantanéité, et l'accès rapide. Okay. Et du coup, par rapport à Google Maps ou Waze, est-ce qu'il y a un risque concret que ces données soient partagées? Le risque existe toujours, ils seront partagés. Vous savez, aujourd'hui, les données, tout est monétisable. Un clic, c'est une donnée. Et il est vendable. Maintenant, les données individuelles ou non segmentées, ça ne coûte pas grand-chose. C'est mettre les données l'une à côté de l'autre qui deviennent plutôt monétisables et vendables. Maintenant, il y a toujours un risque. Maintenant, on accepte ce risque-là. On ne l'accepte pas. Mais en tout cas, l'alternative, elle n'existe pas aujourd'hui. Ok. Et franchement, je vais te casser la tête avec ça. Vas-y, casse-moi la tête. Mais du coup, concrètement, le risque, il se matérialise comment? Qu'est-ce qui peut nous arriver de grave, en fait, à partager nos données à la fin? Disons, aujourd'hui, tu as parlé de Waze ou de Google Maps. Disons, par exemple, on va parler des paiements. Okay. Apple Pay. C'était la prochaine question. Voilà, Apple Pay. Apple Pay, c'est une application. Tu paies avec Apple Pay. Quand on paie avec Apple Pay, qu'est-ce qu'on fait? On a accepté de payer un produit avec Apple Pay. Apple Pay garde une partie de données parce qu'elle était là. La banque a une partie de données. Le commerçant avec un TPE a une partie de données. Donc tout le monde sait un peu ce que... chacun a une partie des données, c'est un puzzle en fait. Et en fait, la valeur, c'est quand le puzzle est reconstitué. Et c'est là où il devient monétisable. Quand on sait que... Parce qu'aujourd'hui, dans l'informatique, on parle de ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? La localisation, le shop où on a fait l'achat, la nature de l'achat, l'heure de l'achat, le montant, tout ça, ce sont des données. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, chacun a une partie de ces données-là. C'est le reconstitué dans un puzzle. Et qu'on dit, M. Cartari, quand il est parti au magasin, il part tous les jours acheter une bouteille de jus d'orange, tous les jours à midi, etc. Ça constitue un comportement. Et c'est le comportement qui devient vendable, qui devient monétisable, parce qu'on va pousser des offres commerciales, parce qu'on va essayer d'avoir une offre pour vous. C'est ça ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, une donnée, isolée, n'est pas conçue dans un contexte, ça peut ne rien valoir. C'est l'écosystème et la répétition qui déclarent un comportement qui peut être monétisable en cible. Ok, donc
la réaction principale, c'est la monétisation en fait. C'est-à-dire de toutes les données l'objectif. qu'on partage, tout l'objectif, c'est toujours monétiser. Il n'y a c'est pas là. des enjeux beaucoup plus graves. On parle du dark web, des agressions qui peuvent arriver, des choses qui... Mais alors, on parle dans tout est vendable, j'ai déjà dit. Hein. Après, tout ce qui est vendable, ça dépend de ce qu'on a. Parce que la donnée individuelle, le nom Charkaoui qui a fait la chose, enfin, un dark web, ça ne veut rien dire. Les données collectives, si on fait hacker, je ne sais pas moi, un hôpital, on a des données de santé, etc. Oui, ça devient, c'est la masse qui est monétisable. Ça, c'est plutôt carrément, c'est du banditisme numérique. Ça, c'est un autre chemin. En fait, on est tout hackable, entre parenthèses. Hein, même et ce hacking dépend à la fois de la nature du hacking, de la matière qu'on a récupérée et du marché qu'il y a pour l'acheter. Ok. Et si on en revient à ce téléphone, est-ce qu'il m'écoute ? Il faut vraiment que je réponde à la question. Techniquement, oui. Techniquement, oui, parce que quand on a un téléphone, on peut activer le micro, on a des applications qu'on peut activer. C'est nous qui décidons de ce qu'il fait. Un téléphone, il écoute, mais pour sortir un peu de la caricature, il n'y a pas des gens derrière qui sont en train de noter ce qu'on est en train de dire. Parce que le téléphone, déjà avec tout ce qu'on fait avec le téléphone, il est déjà capable de comprendre le comportement numérique sans même qu'il nous écoute. Hein. Okay. Donc oui, il y a des applications qui écoutent, mais c'est nous qui l'activons ou bien nous donnons l'autorisation pour le faire. D'accord. Et ces données, elles vont où à la fin ? Avec des gens qui achètent des données qui sont intéressantes pour reconstituer un parcours, reconstituer une coutume d'achat, une habitude pour pousser des offres, pour pousser des produits et des services. Et c'est des données qui sont partagées ad vitam aeternam ? C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on laisse des traces, parce qu'on s'est toujours dit, voilà, on laisse des traces sur Internet, et c'est des traces qu'on laisse à vie. Est-ce que les traces qu'on laisse sur notre téléphone, sur Google Maps, sur tout ça, est-ce que c'est des traces qu'on laisse à vie aussi ? Oui, les traces, on laisse à vie, mais après, il y a trace et trace. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, un clic, c'est une trace. Donc aujourd'hui, il y a des applications de réseaux sociaux qui téléchargent tous ces comportements-là qu'on a sur le web pour déterminer des comportements, ce que j'appelle moi la cartographie de nos comportements, qui va déterminer un profil d'achat, un profil business, un profil de comportement qui va pouvoir pousser des offres spécifiques, pousser des services pour vous vendre des choses en plus. Hein. C'est ça, l'objectif, c'est vendre. C'est pas autre chose que de vendre. Bien sûr. Et moi, je me souviens, quand je bossais dans la cybersécurité, on disait toujours la faille numéro 1, c'est l'humain. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partagerais. Ah oui, la faille numéro 1, on dit que c'est entre le clavier et la personne. Mais c'est vrai, hein, en fait, il faut savoir une chose hyper importante. Bien sûr qu'il y a des hackers très très doués qui peuvent hacker des systèmes, des messages, etc. Mais aujourd'hui, nous aussi. Hein, moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé à bosser, hein, donc les gens mettaient le mot de passe dans un post-it collé sur l'ordinateur. Hein. Nous-mêmes, hein, dans la vie de tous les jours, combien de personnes changent de mot de passe tous les 3 mois ? Très rarement. Combien de personnes ils ont le même passe partout. Partout. Carte bancaire, mail, Gmail, les impôts. Voilà, on a même des comportements, alors qu'on est conscient, hein, un mot de passe, pour qu'il soit le moins craquable possible, il faut qu'il soit sur minimum 16 positions, alterner des chiffres, des lettres et des chiffres spécialisés, des caractères spéciaux. Voilà, tout ça, on le sait. Moi, le dernier, je l'ai changé il y a 2 mois. Donc, dans un mois, je vous dirai si je l'ai changé ou non. Voilà, donc c'est des choses comme ça, c'est des comportements tous les jours qui font que, finalement, on est aussi responsable quand ça arrive. Ok, mais comment on fait pour s'éduquer à ça ? Bon, c'est compliqué de dire s'éduquer. S'éduquer, c'est tous les jours. Hein. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, elle évolue tellement vite qu'il faut être aware, au courant de ce qui se passe. Être au courant de ce qui se passe, c'est déjà des réflexes basiques. Et ces réflexes basiques, on les perd avec le temps. Parce que la simplicité, parce que l'urgence, parce que... Combien de fois on donne notre code bancaire ou notre mot de passe à un ami ou à quelqu'un de la famille parce qu'on est dans l'urgence de trouver un document. Combien de fois ? Beaucoup de fois. Mais donnez déjà un mot de passe. Ça peut arriver, même si on le change, rien qu'un mot de passe, la manière dont on le constitue, on peut le reconstituer comment tu le fais. Est-ce que c'est des chiffres, c'est des lettres, c'est des noms d'oiseaux, c'est des noms de pays ? Il y a une logique en fait. Il y a une logique, voilà, parce qu'on a un cerveau qui est comme ça et que chacun a sa logique. La plupart du temps, avant ils disaient mot de passe, les gens vous rappelaient, hein. Le mot de passe c'est mot de passe. Ça évolue heureusement, en tout cas j'espère. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a des comportements, c'est tous les jours, hein, c'est pas, même si on est formé lundi, on peut être caduc vendredi, hein. Il faut être toujours au courant de ce qui se passe, s'informer, s'éduquer, faire attention, avoir des comportements responsables, ne pas partager ses mots de passe, changer les mots de passe, ne pas être toujours sur même quand on connecte sur les gares ou sur les lieux publics avec des Wi-Fi ouverts, essayer de ne pas utiliser des informations sensibles, ne pas rentrer dans des sites un peu compliqués, comme les impôts. Voilà, soyons un peu responsables. Tu n'as pas besoin de se connecter à ton site pour déclarer les impôts dans la gare.
Voilà, donc pourquoi attendre le dernier jour, sur un voyage Paris-Rennes pour déclarer ses impôts? Donc quand tu te connectes à une Wi-Fi que tu connais pas, Eh ben, il y a un tu risque. partages en fait. Il y a un risque. Il y a toujours un risque. Bah, tu es ouvert, ça s'appelle Wi-Fi ouvert. Ok. Il y a un risque. Il faut s'équiper avec un VPN. VPN. On va y venir au VPN juste après. Est-ce que on doit apprendre ça à l'école, mais très tôt, aux enfants qui aujourd'hui sont de plus en plus connectés en fait avec ces téléphones. Voilà. On ne nous apprend pas ça. Oui, bien sûr. À l'école et à la maison. Les deux à la fois. Autant que parents, autant qu'enfants, on a l'obligation de le faire. Aujourd'hui, on a un retard là-dessus. En Europe, globalement, on n'apprend pas à coder très tôt. Vous savez, aujourd'hui, les Chinois apprennent à coder, je crois, au CE1, CE2. Autant qu'ils apprennent l'anglais, ils apprennent à coder aussi. Donc, l'informatique... C'est obligatoire dans leur programme. C'est dans le programme. Okay. Aujourd'hui, l'informatique devient une matière, comme la géographie, comme l'histoire, comme les maths. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, quand on commence à reprendre très trop, on commence à installer ces réflexes-là. Parce que nos enfants sont des digitaux natifs. Et là, on rigole entre nous parce que nos parents sont dépassés. Mais nous aussi, on sera dépassés à un moment donné. Et ça, il ne faut pas être dépassé. Donc voilà, on va commencer à l'école, à la maison. Chacun a la responsabilité d'expliquer à ses enfants. Les enfants ont l'expliquer à leurs parents. Aujourd'hui, combien de personnes je connais, moi, personnellement, qui dépendent 100% de leurs enfants pour les applications, pour déclarer les impôts, parce que tout devient informatisé aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'illettrisme technologique ou numérique. C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Okay. Et toi, aujourd'hui, tu as des enfants ? Ah oui, 3 enfants. Ok. Tu les as éduqués ? Je leur ai montré ce qu'il faut faire parce que moi, je suis quelqu'un qui responsabilise. J'aurais dit ce qu'il ne faut pas voir, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, voilà, pour l'anecdote, ma grande, il est en prépa, il est à AgroParisTech, il fait de l'informatique. Et parfois, je crois que je connais beaucoup de choses, mais je commence à être dépassé aussi. Hein, donc, pour la blague, une fois, il avait un problème avec Python, c'est un langage, et il m'a dit, voilà, j'ai un problème. J'ai dit, posez-vous, ce soir, je ne ferai pas la vaisselle parce que je vais aider ma fille. C'était l'opportunité 2. J'ai commencé à regarder le problème, je n'ai pas réussi. Une minute après, il revient. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai résolu avec ChatGPT, c'est résolu. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais je lui dis, attendez, mais du coup, c'est quoi le problème ? Il m'a dit, je ne sais pas. C'est ChatGPT qui sait. Et c'est là où l'éducation commence. Il me dit, non, alors c'est pas normal parce que ChatGPT t'aide à résoudre un problème, c'est très bien. Que tu ne vois pas l'explication, que tu restes en boîte noire algorithmique, ça, c'est dangereux. J'ai pas envie que mes enfants, en tout cas, j'ai pas envie que mes collaborateurs, j'ai pas envie que mes amis soient dépendants d'un outil boîte noire. Donc, du coup, je l'ai poussé à revoir un peu ce qu'a fait l'algorithme pour qu'on comprenne le problème, pour qu'on puisse en moins comprendre ce qu'il a fait. Et moi aussi, j'ai appris l'erreur que j'ai faite. Voilà, c'est une sorte d'éducation. C'est une petite blague à part, mais ça montre qu'aujourd'hui, chaque action qu'on fait, il faut qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux. N'importe IA qui peut aider à résoudre un problème, c'est très bien, mais il faut qu'on comprenne ce qu'il a fait. Si on ne comprend pas, on devient dépendant dans notre IA. Et ça, c'est un exemple typique d'une résolution d'un problème informatique qu'on n'a pas compris. L'IA l'a fait en 2 secondes, alors que je n'ai pas réussi à le faire en 1 heure. Mais derrière, au moins, on a compris l'erreur qu'on a faite. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, ce n'est pas une action qu'on a en réflexe aujourd'hui. Mais du coup, en parlant de ChatGPT, oui. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté d'État, oui. Est-ce que ces outils permettent la souveraineté d'État qui sont externes, dans lesquels on partage beaucoup de données, dans lesquels on partage nos problématiques, parce que ChatGPT, en grande partie, c'est aide-moi à résoudre ce problème. Bien sûr. Est-ce que utiliser ChatGPT au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, c'est le laisser souverain ? Quel que soit l'outil qu'on utilise aujourd'hui, on a commencé à avoir maintenant des montées en puissance, des outils souverains comme Mistral, en tout cas français et européens, qui commencent à arriver pour concurrencer tous les outils américains et chinois comme DeepSeek et autres. Qu'on n'utilise pas beaucoup d'ailleurs. Parce que moi, en discutant avec beaucoup de mes amis, de mes confrères entrepreneurs et autres, Mistral, j'ai rarement vu quelqu'un me dire j'utilise Mistral. Ça commence vraiment à s'utiliser. Ok. Ouais. Peut-être au niveau des entreprises. Alors, je montre. Moi, je l'ai installé parce que je compare à chaque fois les réponses entre les algorithmes. Nous, on va plus utiliser ChatGPT, Claude, dans mon téléphone, j'ai mis tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de voilà. Il y a du Mistral, il y a du ChatGPT, il y a du Claude, il y a tout le monde. Donc, moi, je vais tout le monde parce que je vais voir ce qui se passe. Ça s'appelle la curiosité parce que je veux savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de toute IA conversationnelle. Avant, vous vous rappelez, quand on est sur Google, sur la recherche, on posait une question, on cherchait à comprendre une réponse. Aujourd'hui, on cherche des réponses instantanées toutes faites. Donc, on n'a pas la même logique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on est en discussion avec une IA, déjà, on est en intimité. On pose des questions sur nous et connaît nos problèmes et connaît nos soucis, etc. Donc, il y a une certaine connaissance qui devient poussée pour qu'il puisse
cartographier notre profil psychologique. Et ça, c'est nous qui décidons. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller faire un parcours de transport sur ChatGPT. Mais les gens le font maintenant. Il y a moins de Google. Je crois qu'il y a un basculement entre les recherches sur Google et sur les outils d'IA conversationnelle. Ils sont en train de basculer. Ouais. Ce qu'on faisait avant sur Google, on commence à le faire sur les IA. Alors qu'il n'y a aucune raison de le faire sur une IA. Bien sûr. Et parfois même sur TikTok. Parce qu'on sous-estime. Mais les réseaux sociaux comme TikTok sont devenus des moteurs de recherche. Alors, par exemple, quand je parle avec ma petite sœur ou des personnes un peu plus jeunes, qui ont l'habitude d'utiliser TikTok et pas Google, je leur demande, quand tu cherches un restaurant demain, je sais pas moi, tu vas en voyage, tu cherches les avis, tu cherches un endroit où habiter, tu cherches un lieu où t'amuser, ils vont chercher sur TikTok. En tout cas, tu vois, il y a un déplacement de la valeur. Il n'y a pas eu d'éducation, il n'y a pas eu d'information, mais ça se fait naturellement. Donc, on est en train de donner des informations. Le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on donne trop d'informations et qu'on soit cartographié de bout en comble. Personne aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des réflexes, des gens quand ils font dans les outils conversationnels, ils ne suppriment pas les historiques. Parce que plus tu gardes l'historique, plus ils t'entraînent dessus. On demande à ce que ça soit partagé dans le public. En fait, il y a plein de mécanismes aujourd'hui qui font quand on va faire des recherches sur des IA conversationnelles, qu'on peut limiter ce qu'on appelle la bulle pour que ça soit resté en local et entre nous. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, dans l'urgence, on partage tout le temps. Ce partage-là, à la rigueur, j'allais dire, ce qui est dangereux, c'est l'usage qui en est fait. Parce que le service, il est rendu. L'usage qui en est fait, c'est ce que j'ai peur, moi, c'est que ça devient... ça renforce la solitude technologique. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de vivre avec leur ChatGPT ou leur DeepSeek ou leur Mistral. Ça, c'est le vrai danger. Et la question qui se pose demain, est-ce que finalement, ces personnes-là qui sont en train, et surtout des jeunes, de créer une relation avec une machine va être durable? Est-ce que finalement, ils ne vont pas préférer le monde virtuel dans lequel ils vivent que le monde réel? C'est ça le vrai sujet qui va se poser. Au-delà des données et ce qu'on partage dans les outils de ce type-là. Tomber amoureux de son IA. J'ai vu que ça arrive, ouais. Des mariages avec des IA. C'est déjà arrivé, mais bon, c'est comme anecdotique. Ouais, c'est vrai. C'est en Asie, je crois que c'est. Oui, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Ok, les mariages, ils ne sont pas encore ouverts sur ça, non, ils n'ont pas encore. Ok, c'est jamais aujourd'hui. On se marie plus avec des humains, on va se marier avec des IA. Ouais, mais ChatGPT, concrètement, juste pour l'expliquer au grand public, c'est quoi? ChatGPT, c'est un moteur de recherche puissant, probabiliste, qui permettrait de donner des réponses par rapport à des probabilités d'occurrence. On va le dire comme ça, c'est du statistique. C'est-à-dire, on va poser des questions et il va faire des réponses par rapport à une consommation de bases de données worldwide. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ChatGPT fait des réponses. Et la manière de poser les questions et de les contrôler fait ce qu'on appelle les biais qui peuvent arriver. Puisque aujourd'hui, si aujourd'hui on fait 300 000 requêtes pour dire la capitale de la France, c'est Marseille, peut-être qu'il finira par dire la capitale de la France, c'est Marseille. Ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, c'est juste un exemple. Donc aujourd'hui, le ChatGPT ou tous les outils qui s'appellent IA conversationnelle, ce sont des outils qui permettraient d'aller chercher cette information, de constituer, ça s'appelle l'IA générative. Il génère du texte. Ce n'est pas comme avant où il donnait une réponse. Il va générer des textes. Il dit par exemple, je ne sais pas moi, un ensemble d'une question, il va vous donner les 5 premières réponses. Il va prendre la première réponse pour laquelle la probabilité d'occurrence est très élevée. Donc c'est un outil statistique, ou probabiliste de réponse. Ok. Et vous, aujourd'hui, c'est des outils que vous autorisez dans les entreprises? Toutes les entreprises aujourd'hui, en fait, il faut savoir que l'IA générative, une des rares révolutions technologiques dans le monde, elle a été adoptée par le public avant l'entreprise. Ouais. Là, c'est clair et net. Les enfants, les parents, les collaborateurs, moi, j'utilisais déjà ça avant l'entreprise. Quand l'entreprise est arrivée, ils ne pourraient pas être en décalage par rapport à la société, puisque c'est de là où on se parle. Donc, la plupart des entreprises ont créé une sorte de bulle intérieure, sécurisée, dans laquelle, en fait, ils maîtrisent un peu ce qui se dit dans le chat et ce qui en ressort. Donc, chacun a créé son propre environnement sécurisé, déconnecté du cloud, etc., pour permettre aux collaborateurs d'utiliser l'IA dans un environnement sécurisé et maîtrisé, pour qu'il n'y ait pas de sortie de données confidentielles, pour qu'il n'y ait pas des sujets un peu bizarroïdes qui peuvent être des questions racistes ou xénophobes ou aux terroristes qui peuvent arriver. Donc on a un peu cadré tous les uns, toutes les banques, les entreprises, les hommes publics, un accès à une IA générative maîtrisée, sécurisée, in-premise dans les entreprises. Ok, et quand tu dis un accès, donc c'est pas un OpenAI qui a été cadré avec des règles, c'est vous avez développé ou... Non, on n'a pas développé. En fait, la plupart, ils ont pris, c'est les mêmes moteurs de recherche, les mêmes IA qui sont sur le marché. Okay. C'est juste qu'ils ont cadré leur accès. C'est-à-dire on ne peut pas tout faire. Et après, ça fait le multi-accès parce que ça coûte cher quand même tout ça. Hein. Ça coûte de l'argent. Donc, en fonction des réponses, en fonction, etc., on n'a pas accès à la même IA.
par exemple, pour le développement, on a accès à une IA spécifique. Pour poser des questions de la vie de tous les jours, c'est une IA spécifique. Ce qu'on appelle les LLM, hein, les Large Language Model. En fait, chaque LLM, il a un coût, il a une spécificité. Donc voilà, on est plutôt dans cette orientation de spécifier les accès à ces IA-là par spécificité LLM. Ok. Et du coup, quand on travaille dans une banque, Oui. C'est quoi les sujets sensibles? Tu pourrais me dire tout peut-être, mais... Alors, donc, quand on est d'une banque, d'abord une banque, c'est la confiance, il faut le dire. Sinon, on n'aura pas mis l'argent dans la banque. Dans la banque, on a le souci de la cyber-attaque, de la confidentialité et la sécurité. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde, il y ait des attaques qui ont attaqué les banques qui ont réussi. Parce que la banque, elle est par définition un coffre-fort. C'est hyper protégé. Ah oui, c'est quand même... on a l'argent de nos concitoyens, l'argent de nos collaborateurs, on a des données sensibles, etc. Donc c'est hyper protégé. La première préoccupation du banque, c'est la sécurité. Et ça marche très bien. Et après, le deuxième, c'est le service client. Il faut qu'on rende le service. Ok, mais du coup, il n'y a jamais eu de fuite de données dans le milieu bancaire en France? Il y a toujours des trucs qui arrivent. On ne peut pas dire que c'est hermétique, mais voilà, ça ne doit pas être d'un impact mondial pour que ça soit, sinon ça serait su. Hein. Non, il y a des attaques partout, tout le temps, comme les hôpitaux, comme les sociétés de défense, etc. Tout est attaqué tout le temps. Okay. Il n'y a pas un milieu ou un domaine qui n'est pas attaqué aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Donc obligatoirement, les personnes sont très éduquées alors. Quand ils arrivent en poste, ils ont un parcours, ils passent par là. C'est nature. Aujourd'hui, quand on rentre dans une banque, il y a déjà un certain cadre réglementaire à respecter, il y a un cadre législatif, une formation. Tout le monde est formé, tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas avoir de... après, il y a toujours la faute à pas de chance. Donc, c'est pas quelque chose qui se... la dernière fois, vous avez Google dans la presse, la dernière banque qui a été attaquée, vous ne trouverez rien. Hein. Ok. En tout cas, ça a marché. Alors que les hôpitaux, ça marche. Okay. Et là, on le retrouve dans le dark web. Et pourquoi les hôpitaux, ça fonctionne? Parce que l'investissement, la sécurité, parce que on croyait que les hackers sont parfois sensibles à ça, alors c'est pas le cas. Voilà, il y a une sorte de laisser-aller, et là, ça commence à être repris par l'ANSSI et toutes les organismes d'État qui sont responsables. Ok. Et du coup, la question de la souveraineté au niveau des banques, elle se pose? Il se pose partout. C'est une question, j'allais dire, à la fois nationale, d'État, d'entreprise et de citoyen. On l'a dit, il y a trois catégories. Aujourd'hui, tout le monde doit penser à la souveraineté. Aujourd'hui, il faut le dire, 80% de la techno qu'on utilise tous, c'est l'américaine. D'accord, la techno européenne, elle est presque inexistante. On commence à avoir un sursaut de conscience grâce à l'arrivée de Trump, j'allais dire, merci Trump, parce qu'il a fait qu'on a pris cette conscience-là que un ami de toujours n'est pas pour toujours. Voilà. Donc, quelque part, on a commencé à avoir cette conscience-là collectivement. On commence à voir on a vu que les services de l'État et la DNUM, qui est le ministère du numérique, commencent à installer des suites logicielles propriétaires françaises dans les administrations. On a commencé à voir les investissements qui affluent vers Mistral pour qu'ils puissent devenir une alternative à tous ces outils américains et chinois. On a commencé à avoir des initiatives assez intéressantes pour qu'on puisse reprendre cette indépendance d'infrastructure. Il y a un projet qui s'appelle IRIS-2, un projet européen de mettre en place des satellites pour concurrencer Elon Musk, en tout cas Starlink. Voilà, et cette conscience, elle est arrivée. Maintenant, ce que je dis Combien de temps ça va prendre? Voilà, ça va prendre du temps. C'est ça ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas être... Parce que j'ai l'impression que c'est une conscience, mais qui arrive beaucoup au niveau des entreprises. Parce que les entreprises, elles ont cette obligation, on va dire, de protéger leurs données. Oui. Tu parlais d'on-prem, tu parlais de cloud privé, etc. Oui. Mais au niveau du grand public, j'ai pas l'impression que cette prise de conscience mais c'est pas là, quoi. Parce que tout le monde s'en fout. Tu vois, tu parlais de livres. Dans le livre, ce que je dis moi, c'est que la technologie, c'était pas un sujet que technique, c'est un sujet de souveraineté. C'est une arène de pouvoir. C'est un problème de géopolitique. Donc voilà, c'est là où on prend un peu de la hauteur. Quand on sait qu'aujourd'hui 95% des communications internet passent à ton avis, par quoi? Les câbles sous-marins. Ouais. 95%. À qui appartient un câble sous-marin? Google, Amazon, les Américains. C'est incroyable. 95%. Ouais, presque 80%. Les gros, et c'est des entreprises privées. Hein. Donc, à la rigueur, c'est pas grave, mais c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un programme qui dit il faut désensibiliser cette dépendance aux câbles sous-marins gérés par les GAFA? Non. Regardez ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Iraniens? Ils ont dit on va détruire les câbles sous-marins. Il n'y a plus d'Internet. Ça ne leur appartient pas. En fait, derrière le numérique qu'on croit immatériel, il n'y a que du matériel. Hein.
des câbles sous-marins, des satellites, des data centers. Cette prise de conscience, elle est récente. Les gens, ils voient juste la partie immergée. Une application, c'est un clic, une question, une réponse. Derrière, il y a des infrastructures très lourdes. Il y a une industrie, il y a des cartes graphiques, il y a des puces, il y a des câbles, des matières premières, il y a des météores. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop parce qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'on a des sujets, ça devient un problème. Tu sais quoi? Aujourd'hui, moi, je considère que la souveraineté devient un sujet quand la dépendance devient un moyen de pression. Et c'est là où on se rend compte, s'il me coupe ça, j'ai plus rien. C'est là où ça devient problématique. Parce que je dis, écoute, si tu coupes ça, tu regardes derrière toi, j'ai pas d'alternative. Quand tu as une alternative, tu es plus fort. Je dis, écoute, tu me coupes ça, je prends le service A, tu coupes, je prends le service B. Là, on peut négocier. On parle de négociation tout à l'heure. On a des alternatives sur tous les sujets? Non, du tout. C'est ça le problème. C'est quoi les sujets sur lesquels on a des alternatives? Sur les satellites, aujourd'hui, on a le projet Iris qui va arriver, qui est un projet. Mais non, il est là, mais il n'est pas au même niveau que Starlink, mais il est en train d'évoluer pour le devenir. Donc la France, l'Allemagne. Est-ce qu'on peut avoir des projets qui arrivent au même niveau que Starlink demain? Alors, c'est des projets aussi qui ont des financements colossaux. Tu as un micro-ondes chez toi? Non. Tu as un four? Un four, ouais. D'accord. Combien de boutons il a le four? Plein. Combien tu utilises de... Ouais, j'ai juste... voilà, tu l'as dit. Non, mais c'est hyper important. En fait, parfois, on voit la chose très, très globale. Je veux ça, qui fait ça, papa, maman, les voisins, etc. Et finalement, on n'utilise que dalle. On fait très peu de choses, quoi. Si on revient à l'usage, on va trouver des alternatives. Si on veut toujours les choses qui fait tout, on va jamais être... Enfin, ils sont devant. Il faut le dire, Amazon, AWS, c'est très devant, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise en fait Amazon, etc. Moi, j'ai dit... mon patron me racontait l'histoire du micro-ondes, combien de boutons il utilise. Quand tu vois qu'on utilise 1000, 1 minute, 2 minutes, c'est tout. Alors qu'il y a plein de boutons. Si on arrive à des usages réels et vraiment utilisables, on va être satisfait de l'alternative. Si on veut la même chose, on va toujours être déçu. Excel, j'ai posé la question avant-hier parce que j'étais en lancement à mon public qui me posait la question, à qui je posais la question. Excel, tout le monde utilise Excel. La puissance d'usage Excel, c'est un outil magnifique. Tu peux faire plein de choses. Ouais. Le meilleur des gens qui a répondu a dit 5% de la puissance d'Excel. C'est un tableur, hein, mais tu peux faire plein de choses. Si demain, on a une suite numérique européenne, française, qui fait un tableur et qui répond aux 5% des usages... Elle n'existe pas aujourd'hui? S'il existe. Mais ça s'appelle comment? Mais ça s'appelle la suite numérique, la suite Delta. Mais pour dire, je ne connais même pas. Donc... Si tu cliques dessus, tu dis « Oh, c'est moche. » Il n'y a pas tout. Il n'y a pas les actions, il n'y a pas machin, il n'y a pas les équations à 3 variables, parce qu'on est habitué à un standard très élevé, même si on ne l'utilise pas. Okay. Donc, il faut revenir aux usages basiques qu'on a vraiment besoin, et je t'assure que l'alternative, elle sera puissante. Okay. Mais du coup, ça demande un effort, parce qu'on a des habitudes. C'est exactement, moi, c'est une question d'habitude, exactement. Moi, je vais te poser une question, est-ce que tu y crois? Toujours. Ouais, sinon, je n'aurais pas fait un livre. Moi, je fais non, je crois positivement que l'Europe, le monde, et je te reviendrai pourquoi j'y crois, et on est encore dans le jeu. Parce qu'on a des compétences. En France, en Europe et dans le monde. Et je vais y arriver. On a des ingénieurs, on a des formations, on a une industrie, on a, j'allais dire, des démocraties qui sont là. Parce qu'on critique parfois les lois. Moi, je suis le premier à dire quand les Américains innovaient, les Chinois copiaient, les Européens régulaient. Mais je dis la réglementation quand même, c'est un socle qui a regroupé un ensemble de nos valeurs. Parce qu'on parle de valeurs tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait des données, etc. Aujourd'hui, tu parlais de la banque. Les données qu'on a dans la banque, ils sont hyper réglementés, hyper régulés. On peut pas en faire ce qu'on veut. C'est cadré, hein. C'est cadré, c'est sécurisé, etc. Quand on est dans la jungle ou dans le Far West, on peut faire ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas du Far West. Et on veut que ces valeurs qu'on a en Europe, qu'on a en France, qu'on a partout, puissent être notre capacité à répondre à ce modèle-là par une troisième voie. Et cette troisième voie, dans le livre, ce que je fais, c'est que je dis il y a le Grand Sud, qu'on oublie souvent, parce que tout le Roland Garros dont j'ai parlé tout à l'heure, le match Chine-Amérique, Amérique-Chine, il y a le Grand Sud. Il y a la Malaisie, il y a la Corée, il y a la Suisse, il y a le Maroc, il y a le Brésil, il y a plein de pays dans le Sud qui font des choses magnifiques. Est-ce qu'on est allé les voir? Est-ce qu'on va les voir ce qu'ils font? Et il y a l'Inde aussi, pardon, j'ai oublié. Ils font des trucs extraordinaires. Ils sont déjà dans les alternatives à cette bipolarité américaine et chinoise. Nous, en Europe, il faut être humble, il faut aller voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et peut-être faire des alliances. C'est là où je reviens sur les alliances. On peut faire des choses pour qu'on... Enfin, tout seul, on ne pèse rien. À plusieurs, on va peser beaucoup, quoi. Et parce que, aussi, il faut que les Européens sortent du dogme ou bien du principe que l'Europe, c'est un marché. Parce que c'est comme ça que ça a été fait, l'Union européenne. On est un marché pour les autres. Or, il faut qu'on devienne une puissance. Et pour devenir une puissance, il faut prendre le temps. Le temps, ça sera 10, 15, 20 ans. Mais si on ne commence jamais, on n'arrivera jamais. Et
C'est une bonne transition parce que tu commençais à parler de carte du monde. Je vais te montrer une carte. D'accord. Ici, carte du monde. Et tu vas nous dire sur cette carte Oula. qui est le boss, qui contrôle quoi, qui a la domination sur le sujet. Très bien. Voilà, petite carte ici. Comme ça te laisse le temps de bien voir. Alors, je vais te poser plusieurs questions et tu vas me dire à chaque fois qui a la domination sur la technologie ou sur le sujet en question. 1. Intelligence artificielle. États-Unis, Chine, un petit peu la France. Un petit peu. Bah, ça commence avec Mistral, avec Yann Lequin qui vient d'arriver, de revenir, donc voilà. Mais c'est plutôt États-Unis. C'est une levée de fonds record. Ouais, record. Je crois 900 millions, 1 milliard. Ouais, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, sans dogmatisme, États-Unis, Chine d'abord. Ok. Le cloud. États-Unis, un peu la Chine pour eux. C'est quoi le cloud? Alibaba, non? Alibaba et Tencent. Ouais. Ok. Les semi-conducteurs. L'Asie. Quelle partie de l'Asie? Un peu la France avec une petite boîte qui est franco-italien, qui est très bien, qui commence à arriver, et les Hollandais qui sont un peu spécialisés dans ce qu'on appelle la photolithurgie. Mais c'est plutôt l'Asie. C'est quoi là? Comment tu l'as dit là? La photolithurgie, c'est une technique très poussée pour faire de la gravure sur les puces. Okay. Et c'est les Hollandais qui ont cet avantage-là avec SML. Okay, mais aujourd'hui, c'est l'Asie de loin. Ah oui, c'est Asie de loin. Tu peux fonctionner sans semi-conducteur? Pas possible. Okay. Bon, en tout cas, tu peux, mais ça sera avec des temps de réponse du 15e siècle. Sans semi-conducteur, du coup, du jour au lendemain, ils décident d'arrêter le semi-conducteur, il se passe quoi? Du ralentissement. En fait, voilà, tu vas ralentir, tu ne vas pas faire du IA comme tu le fais aujourd'hui. Bon, tu me diras, c'est pas fatal, mais voilà, tu vas tout ralentir l'économie. Ok. Et câbles sous-marins? États-Unis. On va faire un ratio peut-être à la fin. Et réseaux sociaux? Chine, États-Unis. Avec, tu vas parler de TikTok aux États-Unis et Meta plus X pour les Américains. Ouais. TikTok, c'est vrai que ça fait un ravage là. Ouais, on met pas la c'est quelque chose ça. Je crois qu'ils n'ont pas le même TikTok que nous d'ailleurs. J'ai entendu qu'en Chine, ils avaient un TikTok beaucoup plus éducatif que le TikTok. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs. Alors, je te fais un scoop. Même Internet, on n'a jamais le même. Non, mais c'est vrai, partout. De là où tu es, ça s'appelle le split Internet. Dans le livre, tu vas le voir, il y a un chapitre là-dessus. De là où on est, on n'a pas accès aux mêmes informations. D'accord. Donc, en fait, on est dans une segmentation technologique mondiale. Okay. C'est pas l'Internet ouvert, accessible, démocratique pour tout le monde le même. C'est pas vrai. Ok. Moi, je pensais c'est pas vrai. Sauf les pays dans lesquels tu peux. Par exemple, je sais pas si on peut utiliser Google en Chine. Non. Ils ont leur propre. Leur propre moteur de recherche, comme les Russes aussi. Ça s'appelle Rusnet, voilà. Rusnet. Ouais. Okay. Les smartphones. Corée, Chine. Corée, Chine. Apple, non, ça rentre pas dedans. Moi, je dis que moi, il est fabriqué en Chine, c'est la Chine. Okay. Ou Corée. Les paiements. États-Unis, Visa, Mastercard. Les satellites. États-Unis, Starlink. On va venir avec le projet européen qui va arriver prochainement, on va les concurrencer. Ça va, tu y crois vraiment dans ce projet-là? Bon, c'est une alliance de combien de pays? De quel pays d'ailleurs? En fait, j'y crois parce que c'est un projet de plusieurs millions qui a commencé il y a quelques années et on a des arguments. Le seul hic, encore une fois, c'est que, je le dis parce qu'on est dans le public, les Allemands viennent nous faire défaut. Ils sont sortis pour aller chez Starlink et je suis très 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 déçu que Air France a choisi de partir sur Starlink au lieu d'attendre que ce projet-là arrive. Donc voilà. Donc il y a le projet, il y a le chemin. Maintenant, il faut tenir. Il faut tenir, on va y arriver. Je suis conscient qu'on va... Je ne dis pas qu'on sera à la même qualité que c'est pareil, mais on sera un concurrent qui tiendra la route. Ok, mais là, tu dis qu'ils sont partis sur Starlink. Est-ce que c'est un petit contrat à court terme qui va pouvoir changer si demain Iris arrive, ou c'est vraiment, ils sont partis sur un gros contrat qui va... Oui, gros contrat, petit contrat, c'est même pas ça. C'est qu'on peut donner un signe d'attendre. On aurait pu donner un signal. Vous savez, dans les décisions de ce type-là, il y a 2 trucs hyper importants. C'est le courage politique et la conviction. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pratiquant croyant en technologie, je n'attends pas les miracles. Les miracles, il faut les construire. Okay. Tu parles de courage politique, on en a du courage ici? Ça peut arriver de temps en temps, oui, il y a quelques-uns. Ça sort de temps en temps. Or, aujourd'hui, on est dans la pression de la demande et la pression du service. C'est à un moment donné, quand on va sortir de ces visions court-termistes, il y aura du courage. Le courage, c'est de dire, je suis en politique, patron d'entreprise, ou même un citoyen lambda. Ce qui fait courage, c'est de dire, j'ai pris une décision, je prie que ça va m'engager sur 4-5 ans, je ne serai pas là pour le résultat, mais au moins je prends la décision.
En fait, on n'est pas dans ça. Même les politiques, ils font des décisions pour le mandat qu'ils ont. Et ça, comme j'ai dit, sortir de la dépendance, ça prendra des années. Donc, si on n'a pas un plan pour sortir et qu'il soit le même, quel que soit le gouvernement et sa tendance politique, eh ben, on va jamais s'en sortir. Donc ça, à un moment donné, ce courage-là, j'attends que quelque chose, ce type-là, qui arrive. Regardez les programmes politiques. Combien de fois on a des programmes sur la tech? Ou bien pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé des fintech, super, hein, de la partie Cocorico pour faire un peu des startups France, etc. C'est très bien, ça marche bien. Mais 95 d'entre eux sont du cloud AWS. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple pour en parler encore dans un autre podcast, mais c'est encore plus lourd. Alors, d'autres questions? La cybersécurité. Je te le dis, c'est Israël et États-Unis. Israël et États-Unis. L'Inde un peu, non? Les plus gros qui sont au marché, c'est plutôt la startup nation israélienne et les Américains. Ok. Et moteur de recherche? États-Unis. États-Unis, numéro 1. Les énergies? Les énergies. Il faut de l'énergie pour tout ça. Là, je dirais, c'est Moyen-Orient. Tous les pays du Moyen-Orient, parce que l'énergie, parce qu'aujourd'hui, les data centers qui sont énergivores, et peut-être, je n'ai pas dit, aujourd'hui, l'IA et la révolution numérique, c'est la révolution la plus énergivore qu'on n'a jamais vue de notre existence. Donc aujourd'hui, grâce au carburant du Moyen-Orient, ils ont capacité de commencer à fournir. Les Chinois, parce qu'ils ont quand même de l'énergie, plus les terres rares. Mais il faut avouer qu'en France, on a aussi un avantage compétitif avec l'énergie nucléaire. Ça, c'est un avantage compétitif. On a failli le perdre il y a quelques années parce qu'on a voulu faire un stop. Et là, on se rend compte qu'une énergie abondante, stable et décarbonée, il n'y a que la France qui peut la donner de ce type-là. Donc, ça a beaucoup de valeur, du coup. Ça a plus de valeur, puisque le data center aujourd'hui, la criticité d'un fonctionnement, c'est l'énergie. C'est pas les modèles. Du coup, le dernier, c'était data center. Data center, il y en a partout. Il y en a partout, mais surtout les Chinois et le Moyen-Orient, grâce à l'énergie. Aujourd'hui, vous avez les Émirats arabes unis qui commencent à monter des gigantesques data centers. Les Chinois, ils sont en train de des data centers dans la mer. Voilà, donc c'est les Chinois qui sont devant. Ok. Et parmi tous ces sujets, oui. Qui sont les plus critiques? Le cloud. Le cloud. En fait, aujourd'hui, le cloud est le plus critique parce qu'on a énormément, en fait, pour des raisons historiques, pour des raisons de services, de qualité, beaucoup d'entreprises d'État sont parties dans le cloud. D'accord? Et le cloud américain, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Maintenant, on commence à avoir des alternatives avec Scalway, avec OVH, c'est très bien. Il faut leur laisser le temps de venir, et surtout, il faut leur donner des marchés pour qu'ils puissent grandir. Donc aujourd'hui, le cloud, tout est dans le cloud. Si tu coupes le cloud, s'il y a un problème, l'administration ne marcherait pas, les impôts non plus, l'armée, la sécurité, les avions, les aéroports. Voilà. Donc le cloud, c'est pour moi le plus critique aujourd'hui dans le monde. En top 1? En top 1, je mets le cloud, oui. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon. T'as fini? T'as fait tous les pays du monde? Non, j'ai pas fait tous les pays du monde, mais du coup, top 1 en cloud, top 2? J'allais dire les chips, les semi-conducteurs. Semi-conducteurs. Ouais. Ok. Après, il n'y a rien qui marche sans semi-conducteurs demain. L'IA ne marcherait pas, data center ne marcherait pas, l'armée ne marcherait pas, la défense ne marcherait pas. Donc, c'est quelque chose qui devient aussi structurant que le cloud. Et le top 3, le dernier? Et les câbles sous-marins. J'y reviens. Il n'y a pas plus physique qu'un câble sous-marin. Et là, aujourd'hui, quand on a les nœuds, en fait, il y a une carte sur Internet, je peux te l'envoyer après, qui montre un peu le nombre de câbles sous-marins et l'appartenance. Ça fait froid dans le dos. Hein. Ça fait froid dans le dos. 95% de trafic passe par les câbles sous-marins, trafic Internet. Donc, on est dans une dépendance totale des câbles sous-marins. Ok. Et pour toi, aujourd'hui, est-ce que la France, elle est dépendante à 100%? Alors, je dis que la France n'est pas... je cherche la phrase. Hein. La France n'est pas tout à fait souveraine, mais n'est pas totalement dépendante. On est un peu entre les deux, parce qu'on a un historique du pays industriel qui est là, qui commence à perdre doucement, et on a un certain nombre d'avantages et d'atouts qui permettraient de sortir de là. Donc, j'avais dit tout à l'heure que je crois que l'Europe, elle est encore dans le jeu. Moi, je crois que la France est en avance sur beaucoup de pays dans le monde, et surtout en Europe. Quand on voit aujourd'hui les termes d'investissement sur l'IA, la France, elle est première. Parce que je dis souvent qu'il y a 90% d'investissement ou 80% d'IA, investissement IA sont accaparés par les Américains et les Chinois, 10% dans l'Europe et 4% pour la France. Donc on a quand même cette capacité à attirer de l'investissement. On a l'énergie décarbonée à bas coût qui va arriver, qui va aider à faire des data centers. On a des compétences des super écoles qui vont arriver, plus des accords. On importe des compétences et c'est là où je ferai un petit point. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on mise beaucoup sur l'attrait des compétences et des talents. On est très mauvais. En Europe, on est encore très, très, très mauvais. En France, je m'explique pourquoi.
Tu te rappelles peut-être quand Trump est arrivé, tout le monde avait dit tous les chercheurs vont quitter les États-Unis, ils vont venir en Europe. Voilà. Ils n'ont pas pris les avions, et des bus, hein. Parce que, non, mais on a un problème d'accueil, on a un problème de visa, on a un problème d'orientation, on a un problème de motivation. Quand un chercheur arrive et qui aujourd'hui il est payé au SMIC, je suis désolé, tu attires pas des chercheurs au SMIC. Hein. Quand on a des gens qui veulent venir faire les études en France et qu'on est compliqué pour avoir des visas, etc., c'est compliqué de les garder après. Et la plupart du temps, même les Français aujourd'hui partent en Canada ou aux États-Unis. On va pas ramener des Marocains et des Sénégalais et des Chinois pour leur dire vous venez parce que les autres ils partent, quoi. Donc il y a toute une politique, je vais dire, d'attraire les talents qu'il faut revoir de fond en compte pour qu'ils soient un atout compétitif par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ok. Et toi aujourd'hui, parce que tu parles d'investissement. Par exemple, quand on prend le sujet de Mistral. Oui. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont américains aussi. Est-ce que ça fait pas pencher la balance? T'es une boîte française, mais tes investissements sont américains. On est sur une économie. Très bien qu'une entreprise. Non, mais on est sur une économie de marché. Donc on est sur on n'est pas dans le modèle chinois où il y a que l'État qui investit. Ouais. On n'est pas dans le modèle américain non plus. Donc on est sur un modèle européen dans lequel on ouvre un peu le capital. Mais après il y a ce qu'on appelle le parc d'actionnaires, dans lequel tu mets des garde-fous. L'important, c'est pas de ne pas avoir des investisseurs américains. L'important, c'est de garder la décision à la main. Garder le seul décision à la main des Français et des Européens. C'est ça le plus important. Okay. Mais on a besoin d'argent, donc on prend là où il est. Hein. Parce que je pense que l'argent, ça donne du pouvoir aussi. Ouais, mais il n'a pas de couleur. On dit l'argent n'a ni de couleur ni de religion, c'est ça? C'est ça. Voilà. Dernière question sur ce sujet. Oui. Si aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, ils décident de couper. Parce que là, tu parlais des 3 sujets critiques. Oui. Tu as parlé du cloud, des semi-conducteurs et des câbles sous-marins. Ils décident de tout couper, il se passe quoi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de... Si ça arrive, parce qu'on dit parce que moi, je ne veux pas caricaturer, le clé switch ne peut pas arriver du jour au lendemain. Ce n'est pas un interrupteur. Trump se réveille le matin, il dit tiens, hop, l'Europe au noir. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a de la géopolitique qui joue, il y a de la diplomatie, etc. Mais en fait, comme tout à l'heure, j'ai dit une phrase, j'ai dit du moment où on se dit que ça peut arriver, c'est que déjà on est sensible et vulnérable. D'accord. Avant, on ne se posait pas la question. Maintenant qu'on se pose la question, on dit il peut le faire. Oui, ils peuvent le faire sur certains domaines, etc. Ça va ralentir l'économie, ça va ralentir les services, ça va impacter la défense, ça va impacter les banques, les transactions bancaires, le financement, ça va impacter beaucoup de choses. Mais de là à ce que ça arrive, moi, je n'y crois pas. Pour 2 raisons. C'est que même les Américains sont dépendants en partie des Européens. Peut-être à 5-10%, mais c'est quand même 5-10%. Deuxième chose, on est dans un monde régulé par une diplomatie et une géopolitique. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. C'est pas un pays... Enfin, l'Europe, quand même, c'est le marché pour les Américains. Hein, j'ai dit tout à l'heure. On n'était pas à la table de négociation, on n'était pas à la table de négociation, on était au menu. Donc, si eux, ils se coupent des Européens, il leur reste quoi pour vendre leurs produits? Et troisième point, c'est que ça ne peut pas arriver parce qu'on a... ils ont une dépendance aussi à des ressources. Il y a des ressources de transport, les câbles sous-marins, ils passent par Marseille, hein, beaucoup. Donc si on peut couper les câbles sous-marins, ils n'auront plus rien. Voilà. Donc la dépendance n'est pas tout à fait un switch avec un bouton qu'on peut interrompre, mais rien que se poser la question, c'est qu'il y a un problème. Ok. Donc on se pose la question déjà aujourd'hui. Oui, partout. Okay. D'ailleurs, ça devient notre leitmotiv tous les jours. On dit, est-ce que le matin, on va avoir accès à la voiture électrique? Est-ce qu'on va avoir la lumière pour allumer Internet? Non, mais c'est une question qui se pose tous les jours parce qu'il faut être rassuré. Et surtout, au-delà des tergiversations, il faut avoir de l'action. Il faut passer de la réflexion à l'action. Et c'est l'action dont, quand je dis qu'il va faire gagner des années ou pas. Si on continue à réfléchir, à discuter, on ne va jamais rien faire. C'est un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Passionnant, et je viens de penser que la seule variable qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps, en fait. Le temps, il est pas infini. Hein. J'ai une partie un peu différente de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu ensemble. Oui. Je vais te faire passer 6 extraits de films, et tu vas devoir nous dire, est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est dans 100 ans, ou dans un avenir proche, voire du présent? D'accord, bullshit, 100 ans. Bullshit, 100 ans, c'est-à-dire dans très longtemps, ou bien dans un avenir proche. Très bien. Ça te va? Allez, on y va. Nickel. Homicide, Spooner. Everything that follows is a result of what you see here. Et robot, moi je crois que c'est plutôt... il y a 2 parties. Il y a une partie maintenant,
Parce qu'on a commencé à automatiser pas mal de choses. Parce le robot, il ne faut pas le prendre comme étant une personne robotisée qui va faire le ménage et tout ça. Le robot, on a robotisé pas mal de choses. Ça s'appelle l'automatisation. Donc, on a une partie qui est déjà réelle aujourd'hui. Maintenant, le risque qu'on a dans 100 ans, c'est qu'on est tout automatisé, quitte à perdre le contrôle. C'est ça le risque que je vois à moyen terme. Ok. Et est-ce que le robot peut ressentir une émotion aujourd'hui? Ah, jamais. Je ne crois pas. Le robot, même pas dans 100 ans. L'émotion, elle est humaine. On peut décrire une tristesse, on ne peut pas la ressentir. Parce que parfois, ça nous arrive de voir des vidéos, oui. tu sais, quelqu'un qui fait un test, qui pousse le robot, et on a de la peine pour le robot. Ça s'appelle de la simulation. Non, c'est impossible. En fait, aujourd'hui, l'émotion, il reste purement humaine, le ressenti reste purement humain. Ils comprennent, les robots, en tout cas les machines comprennent, ils peuvent décrire une tristesse, ils peuvent décrire une couleur, ils peuvent décrire une capacité olfactive, mais ils ne peuvent pas sentir des odeurs, ils ne peuvent pas sentir une tristesse, c'est pas leur... En fait, le risque, c'est pas ça. Hein. Le risque, c'est qu'ils comprennent tellement comment ça marche qu'ils commencent à manipuler. C'est ça le risque, mais ils ne deviendront jamais des humains, c'est impossible. Ok. Donc, pour toi, c'est un avenir proche en tout cas. Voir, c'est du présent. Sur l'automatisation, c'est du présent. Sur la partie émotionnelle, c'est pas possible. Il n'y a pas après 100 ans. Super. Bullshit alors. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. Tu reconnais le film? Ça me rajeunit pas, Terminator. Ça me rajeunit pas. Alors, tu vois la question? Oui, une IA qui tue les hommes. Voilà, qui se retourne contre les humains. Non, c'est pas possible, pour deux raisons. Une IA aujourd'hui, elle fait ce qu'on veut. Et une IA qui va tuer les êtres humains, en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a une conscience, qu'il a un avis politique, qu'il a une orientation stratégique. C'est pas le cas de l'IA aujourd'hui. Moi, je crois pas. Un robot malveillant, ça peut exister. C'est-à-dire qu'il y a autant des... On parlait tout à l'heure des hackers et que même dans le domaine de la santé qui pouvaient aussi... S'il devient malveillant, c'est qu'il a été utilisé pour le faire. En fait, c'est ce qu'il faut condamner, c'est pas l'IA, c'est la personne qui la programme pour le faire. Voilà, c'est ça ce que je dis. Il faut revenir à celui... En fait, la voiture qui fait les accidents, c'est pas la faute de la voiture, c'est celui qui la conduit. Si la vitesse est à 50 à l'heure et qu'il lui, il a fait à 120 à l'heure, qu'il s'est craché, qu'il a tué des gens, c'est la faute du conducteur. Et aujourd'hui, il faut remettre la responsabilité sur celui qui fait. Okay. C'est là où il y a l'histoire de conscience, l'histoire d'éthique dans ce qu'on fait avec des IA. Donc l'IA ne peut pas se retourner contre les humains. Par contre, je ne vais pas revenir au principe d'Asimov, mais non. Enfin, aujourd'hui, une arme, elle tue. Mais c'est celui qui tire sur l'arme, c'est celui qui la programme. Voilà, l'arme elle-même, la voiture. En fait, aujourd'hui, on remet un peu le sujet par la matière plutôt que celui qui l'action. Celui qui l'action, ça a toujours un humain. Suivant. Double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Mark. Minority Report, c'est compliqué là. Déjà, bullshit dans 100 ans ou avenir proche? Avenir proche, et je t'expliquerai pourquoi. Okay. Et est-ce qu'elle peut prédire? Non, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'IA, c'est du statistique probabiliste. Aujourd'hui, en fait, dire que Jean va tuer Bernard lundi à 14h, non, c'est pas possible. Maintenant, que l'IA puisse cartographier nos comportements et nos usages pour puisse prédire qu'on va tomber en ruine parce qu'on a trop dépensé, parce qu'on va tomber malade, parce qu'on a vu toutes les radios qu'on a poussées dans l'IA, parce qu'on va avoir un problème cardiaque, etc. Elle peut le faire. C'est de la prédiction. Ça, elle peut le faire. Prédire un meurtre, c'est impossible. Pour deux raisons principalement. C'est que ça s'appelle le libre arbitre. Je cherchais le mot. Il n'a pas de libre arbitre, il est humain. Donc, à un moment donné, il peut prédire ce qu'il veut, c'est le libre arbitre. Donc, moi, je crois que la partie déterministe, probabiliste, elle est réelle, elle est existante. La partie anticipée des meurtres, c'est pas possible. Okay. Voilà, ma réponse. Encore deux. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating an OS? What is that like? Tomber amoureux d'une IA, techniquement, c'est possible. Tu peux tomber amoureux de ton canapé aussi, donc ça peut arriver, quoi. Mais en fait, ce que je dis, le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est que on commence à institutionnaliser un isolationnisme émotionnel. C'est ça ce qui fait. En fait, aujourd'hui, il y a une déportation d'émotions vers de l'IA parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, on est beaucoup tout seul. Beaucoup de jeunes tout seuls, beaucoup de couples divorcés, beaucoup de gens qui sont en déplacement, etc. Et c'est cette capacité à créer cette dépendance émotionnelle, c'est ça le problème. Mais tomber amoureux en termes amour, ça ne peut pas être possible. C'est vraiment une compensation d'un manque émotionnel qui va arriver.
et qui va déformer la réalité des choses. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Est-ce qu'on peut préférer vivre dans un système parallèle, dans une réalité virtuelle, que dans une vraie vie? Bah alors, il y a... Et déjà, est-ce que c'est présent? C'est présent. C'est présent, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, quand on a des jeunes qui sont dans des réseaux sociaux avec des copains, sur les jeux en comment on appelle ça, en combinaison, là, les jeux en réseau, quand on a les métaverses qui commencent à arriver, on est déjà dans une sorte de Matrix, dans un monde parallèle. Et ce qui est dangereux, en fait, c'est que le monde parallèle, je sais pas, on dit le monde parallèle, oui, prend le pas sur le monde réel. C'est que les jeunes, les gens, vous et moi, on commence à prendre plus de plaisir à être dans le monde parallèle, à être plus épanoui dans le monde parallèle que dans le monde réel. C'est ça le vrai danger. C'est qu'on va avoir un déplacement de la connectivité humaine vers un monde parallèle qui n'existe pas. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux avec des gens aux États-Unis, Canada, Maroc, Sénégal, ils jouent ensemble, il a créé une sorte d'écosystème. Il y a des gens qui ont créé des profils métaverses dans lesquels ils ont une autre vie. Et ils se connectent à 11h du matin, à 11h du soir, et ils se déconnectent à 3h du matin. Le vrai danger, c'est que ça prenne le pas. Qu'on se dise, on a plus de plaisir dans cette vie-là, on peut plus l'orienter, parce que tu peux la décider. Dans la vie de tous les jours, tu ne décides pas. C'est le vrai danger, c'est qu'on coupe les gens de leur vraie vie. Ça commence malheureusement à exister, où les gens, ils sont plutôt partis de l'autre côté, et pour les rattraper, c'est carrément une cour de désintox. Ok. Donc c'est du pur présent, là. Ah oui, là, c'est pas Matrix, mais c'est pareil que Matrix. Mais du coup, être présent sur TikTok, être présent sur ChatGPT, est-ce que c'est déjà une espèce de monde parallèle, en fait? Ce téléphone-là, c'était pas la première porte du monde parallèle? C'est une première porte, mais c'est à nous de décider si on rentre entièrement ou non. Hein. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu me parlais de couper TikTok ou couper X, pas demain. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Un problème social. Parce qu'on communique que par ça aujourd'hui. En fait, on va enlever quelque chose qui est devenu central dans notre vie. Moi, j'ai des enfants, des cousins, des amis. Quand ils vont dans un hôtel, vous savez, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Mais vraiment, c'est vrai, ça. La première chose, c'est pas l'eau, l'électricité, le lit, la vue sur la plage, rien du tout. Le Wi-Fi, parce qu'on veut tout de suite remettre dans notre monde. Voilà, c'est à nous d'être intelligents pour que ce monde-là ne prenne pas le pas sur la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est elle qui nous tient en vie, en fait, en tant qu'humain. Ah, super. C'est très bon retour à la fin. Et en plus, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on sort parfois entre amis ou autre, dès qu'on arrive, la Wi-Fi, elle est où? C'est le premier truc qu'on cherche quand on rentre dans la chambre. Ouais, c'est le il y a quelques siècles, on cherchait les sources d'eau. Énorme. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. If we missed anything, how will you know who you're dealing with? Être toujours vivant après sa mort. Je n'ai pas vu le film, mais être vivant, c'est un fantasme. C'est un fantasme. On peut être aujourd'hui vivant après sa mort en enregistrant sa voix, en enregistrant son hologramme, en enregistrant des idées. Mais après, à qui appartient la suite, hein? Parce que à qui appartient l'hologramme? Impossible de transférer son esprit, son cerveau, ses connecteurs. On transfère des idées, on transfère une voix, parce qu'on peut enregistrer la voix, on peut enregistrer l'image ou la photo, mais on ne peut pas transformer des idées. En fait, à un moment donné, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? L'IA, elle apprend avec nous. Si tu donnes mon livre à l'IA, il va commencer à me connaître. Il peut sortir un deuxième livre équivalent. Mais en fait, ce ne sont pas mes idées. C'est juste qu'il va prendre les idées que j'ai dans le livre et va développer comme si c'était moi, mais c'est pas moi. Et après, il se pose la question, tout le monde voulait l'immortalité, hein, c'est un fantasme vieux comme le monde. Mais demain, Elon Musk ou d'autres personnes qui veulent vivre au-delà. Son projet, Neuralink. Neuralink, oui. Le problème, c'est à qui appartient la suite? J'ai oublié quel chanteur, il voulait faire un concert avec son hologramme, la famille a refusé parce que la famille a dit non, on ne veut pas revivre ça encore une fois. Oui, ça pose des questions éthiques, des questions morales, des questions de propriété, des questions de consentement de la personne aussi, qui va faire perdurer sa vie après sa mort. Okay. Mais en dehors du côté éthique, c'est possible ou pas? J'ai dit total bullshit. Non, mais la conscience ne peut pas transférer. Les idées. La voix, oui, ça existe déjà. Hein. La voix, l'image, oui, on peut les garder, on peut les faire parler ce qu'elles veulent. On le fait déjà avec les deepfakes. C'est un sort de transfert. Donc on peut faire des deepfakes, oui, là-dessus, mais transférer la conscience et les idées, c'est pas possible. Ok. Même si on sort du cadre totalement spirituel, religieux, de tout ce qu'on connaît sur la vie, sur la mort, etc. Parce que je pense que si on était revenu 2000 ans en arrière et qu'on avait dit aux hommes que dans 2000 ans, on va pouvoir traverser d'un continent à un autre dans un avion, ils nous auraient pris pour des fous. Est-ce que ça peut faire partie de ces sujets-là, quoi? Ouais, pas du tout, moi, c'est la conscience.
la conscience, l'amour, le ressenti, ça c'est des valeurs, l'intelligence elle-même, parce qu'on dit qu'elle est intelligente, pour moi, elle n'est pas intelligente, c'est de la probabilité, des statistiques. Notre valeur ajoutée en tant qu'humain, c'est l'intelligence. Si on perd notre intelligence, on perd le fait d'être humain. Ça, c'est clair et net. Dernière partie. Allez. Celle-ci, c'est vraiment pour apprendre un peu plus à te connaître. Déjà, c'était passionnant. On a beaucoup échangé. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très sympa. Là, on veut découvrir un peu qui es-tu, en dehors de tous ces sujets de technologie, de ton parcours, mais d'un angle un peu plus fun, on va dire. Quel est le film qui t'a le plus marqué ? Le film qui m'a le plus marqué, c'est Le goût des autres, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Pourquoi ? Parce que il montre déjà, il y a beaucoup de finesse dans le film, dans les paroles, alors que je suis plutôt film d'action, mais celui-là il m'a beaucoup marqué. Et surtout parce que il montre qu'il y a des mondes différents qui s'entendent pas, qui se comprennent pas, des élites politiques, des élites littéraires, des gens au quotidien qui se comprennent pas, qui s'entendent pas, alors qu'ils ont besoin les uns des autres. Ah, ça revient, tiens, le système de la souveraineté, il est dépendant, tu vois, c'est. Il y a toujours des connexions. Il y a toujours des connexions, finalement. La musique préférée ? Alors, ma musique préférée ou mon disque préféré, je dirais Senia de Nasl Riwan. C'est un groupe marocain, c'est un peu le Beatles du Maroc. Pourquoi j'aime ça ? Parce que c'est du folk populaire, ancré dans la tradition, spirituel. Qui montre qu'on peut faire de la modernité tout en étant attaché à des racines. Moi qui ai une femme épouse grecque et que je suis franco-marocain et elle est franco-française, ça me permet de montrer qu'il y a toujours des relais, des connexions. Et dans Nasl Riwan, je trouve que c'est un groupe qui représente tout ça pour moi. Ça, c'est mon père, ça toujours. Quand on prenait la route pour aller en Espagne, traverser Nasl Riwan. C'est incroyable. Toujours sur la route. C'est un groupe qui mérite d'être connu, sincèrement. Je l'écoute encore, moi, aujourd'hui. Oui, c'est incroyable. Que ce soit la musique, la spiritualité, la profondeur populaire qu'il porte, et surtout les paroles, quand on les traduit, c'est incroyablement. C'est chanter Nasl Riwan ou on peut te demander de nous chanter un. Voilà. Magnifique. Une photo qui compte pour toi ? Une photo de famille. Toute ma famille. C'est hyper important pour moi, la famille. C'est le socle de tout, c'est la base. C'est pas du métaverse. Moi, ma famille, c'est le socle sur lequel je m'appuie. C'est le muret sur lequel je m'adosse quand j'ai mal, quand j'ai des problèmes. C'est là où je reviens à chaque fois sur Terre. Quels que soient les projets que je gère, les livres que j'écris, quel que soit ce que je fais, c'est la famille d'abord. Et c'est là où je retrouve mes racines moi-même. Et je me rappelle de là où je viens. Super. Le livre qui t'a construit, qui t'a plus marqué ? Ah oui, très simple, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un des premiers romans que j'ai lus. Il m'a marqué presque à vie, parce que dans ce livre-là, on parle de sens, on parle de destin, on parle de courage, on parle de destination ou de destinée. Et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup cru et qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je trace rien. Je laisse le destin faire son œuvre, mais je bosse pour y arriver. Donc voilà, j'attends pas des miracles. Et surtout, ce qui est hyper important dans le livre de Paulo Coelho, L'Alchimie, c'est que globalement, il dit le trésor qu'on a quand on fait un voyage, c'est pas la destination, c'est ce qu'on devient en chemin. C'est ça ce qui est important. Et c'est super. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je continue à le faire. Mais c'est pas important la destination, c'est ce qu'on fait pour y arriver. Tu me parlais de souveraineté, tiens, dans 30 ans. Mais peut-être qu'il faut 40 ans. Mais c'est ce qu'on fait pendant le chemin, pendant les 40 ans, pendant les 30 ans, pendant les 10 ans qu'on va travailler. C'est ça ce qui est important. Ça me faisait penser à un petit voyage. J'avais emmené des étudiants l'année dernière jusqu'à Deauville en vélo. On était partis en petit groupe. On s'est dit, on va faire un petit challenge, 200 km jusqu'en Normandie. Et en fait, la beauté, c'était pas d'arriver, c'était tout le parcours. C'était tout le chemin qui a été fait. En fait, la plage, limite, on s'en foutait. D'habitude, tu prends ta voiture pour arriver vite à la plage et profiter de la plage. Oui. En fait, là, on avait déjà profité parce que c'est le chemin. C'est génial, c'est l'exemple parfait, ça. C'est génial. Un objet personnel qui compte pour toi ? Non. Tiens, je dirais, c'est ça. C'est ma bague de mariage avec mon épouse que j'ai rencontrée quand j'étais étudiant. C'est hyper important pour moi. C'est comme la famille. Ma femme, c'est ma autre moitié. Comme je dis, c'est franco-grec. Moi, je suis un franco-marocain. Donc, on a 3 cultures dans la maison qui cohabitent super bien, qui s'enrichissent mutuellement. On a 3 beaux enfants qui sont aussi multiculturels. 4 cultures maintenant.
Pourquoi? Franco-grec, franco... Ça fait France, Maroc, France, Grèce. Maroc, Grèce et la technologie. Non, voilà, donc c'est bon, bah, je ne dirais pas parce que c'est un objet, mais ça me rappelle aussi ce que j'étais. On s'est vu quand j'étais étudiant, on a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on est arrivé ensemble, et aujourd'hui, on est très contents d'être toujours ensemble. Ah, bravo, félicitations. Voilà, merci. J'en ai une dernière encore pour clôturer. Allez. Si tu devais garder qu'une seule application sur ton téléphone, ça serait quoi? Ah ouais, alors, normalement, dans le téléphone, on a les applications les plus utilisées. Hein. En fait, si je dois garder une seule application, ça serait Notes. Parce que je note tout. En fait, toute la journée, j'écris, je note des choses parce que je ne veux pas oublier. J'ai toujours des idées qui peuvent arriver à midi, le soir, à 2h du matin, à 4h du matin, à 17h. Et je note tout parce que j'ai plein d'idées qui tombent et pour ne pas les oublier, je note tout. Et ben, je note tout parce que j'ai un cerveau qui n'est pas dans le cloud. Donc voilà, c'est Notes. Voilà, Notes, il y a tout. J'ai une idée, j'ai une pensée à quelqu'un, j'ai un truc à faire. J'ai fait. Tiens, je te montre Notes là aujourd'hui. Tu vois combien de notes j'ai? Ah oui. Ah, tu vois, c'est un deuxième bien livre. Chargé, là. Bien chargé, oui. Bon voilà, c'est Notes qui a l'application qui ça me ferait mal si je la perds. Merci beaucoup, Noaman. Merci pour l'invitation, c'est très sympa. Franchement, très sympa. On a passé un super bon moment. Moi aussi. C'était une première pour moi d'avoir des fiches et d'avoir des parties documentées, préparées. Et toi, tu as répondu en full improvisation. Ouais, en plus, c'est pas digital. C'est pas digital, hein, c'est des cartons. On a essayé de faire un peu corporate. Donc, merci beaucoup, c'était très sympa. On a appris beaucoup de choses. Bravo aussi pour le 3e livre, c'est ça? C'est ça. Sous l'emprise du code, comment le numérique menace la souveraineté des États. Tout à fait. Donc, dans les librairies aujourd'hui. Super, présent partout. Présent partout. Amazon aussi, du coup. Amazon, c'est 80% de la distribution des livres, donc moi je vais pas m'en priver. Merci beaucoup, Norman. Merci encore à toi pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et j'espère à très bientôt pour d'autres sujets et d'autres aventures. Merci, Norman.